Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Quand on parle d'international, on pense naturellement aux boîtes françaises qui veulent s'étendre sur d'autres marchés, mais la réciproque est aussi vraie. Qu'en est-il des boîtes étrangères justement qui veulent s'implanter en France? Pour voir justement comment est-ce qu'elles adaptent leur stratégie marketing et qu'est-ce que c'est d'ouvrir une filiale française d'une boîte étrangère, je suis aujourd'hui avec Alexia Busser qui est directrice marketing France chez OneFlow. Bonjour Alexia. Bonjour Axel, bonjour à tous. Écoute, c'est, un plaisir de t'avoir sur le podcast, bon déjà parce que ça fait un moment qu'on discute tous les 2 et puis, parce que ce sujet, c'est vrai que quand on pense international, bah, de enfin j'allais dire je l'ai dit en intro, mais on voit tout de suite, les boîtes françaises qui s'étendent et du coup, bah, en fait, il y a aussi les marketeurs français qui du coup, ouvrent les filiales, pour les boîtes étrangères. Donc c'est cool d'avoir le penchant, et de parler un petit peu de ce côté-là. Est-ce que tu peux, du coup, peut-être te présenter rapidement, en introduction, s'il te plaît? Oui, donc Alexia Busser, comme tu disais, donc je suis directrice marketing France chez OneFlow. Donc OneFlow, c'est un logiciel de gestion de contrats et de signature électronique. En fait, on a ouvert du coup la France il y a 2 ans. Et avant, j'ai toujours bossé dans des logiciels B2B, donc 2 autres expériences auparavant, et toujours à Paris. Donc voilà, toujours dans ce domaine-là et toujours dans le marketing, bien fixé, bien ancré dans l'ouverture de filiales côté marketing. Yes, bah, justement du coup, c'est hasard, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc ouais, voilà, quand on parle d'international, c'est vrai qu'on pense adaptation de la stratégie marketing, traduction, recruter des locaux, des trucs comme ça. Bah, en fait, du coup, les boîtes étrangères, elles ont la même chose quand elles veulent s'implanter en France. Donc tu le disais de ton côté, toi, tu l'as fait 2 fois, et notamment pour OneFlow, du coup, dernièrement. Dans quel contexte tu as été recruté, du coup, chez OneFlow? Et donc, bah, pourquoi l'ouverture de la France aussi, pour cette boîte-là? Ouais, en fait, chez OneFlow, donc OneFlow existe depuis 2012. À la base, c'est suédois et ils étaient surtout implantés dans les pays scandinaves. Et en 2022, ils sont entrés en bourse à la bourse de Stockholm. Et du coup, ils ont décidé d'ouvrir 3 pays. Donc, il y a eu les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la France. Et c'est dans ce contexte-là qu'au début, ils ont recruté 4 sales et 2 SDR, je crois. Et dans un deuxième temps, donc au bout de 3, 4 mois, ils ont décidé qu'il fallait aussi recruter quelqu'un du marketing. Et moi, de mon côté, en fait, je sortais d'un autre job où, en fait, pendant 6 ans, j'avais ouvert la France, j'avais aussi basculé sur le Benelux et un peu sur les pays scandinaves côté partner marketing. Donc, j'avais un rôle plutôt européen. Mais en vrai, au fond de moi, je me disais, j'avais envie de revenir à ce petit goût du début où j'avais ouvert la France, où le challenge était de partir de zéro, etc. Et j'étais bien avancée dans un autre process complètement différent, où en fait, c'était plutôt de partir sur un job plus global, plus européen, etc. Et en fait, on m'a contacté et on m'a dit, voilà, OneFlow cherche ce type de profil, etc. Et là, ça a été une évidence. J'ai tout abandonné et j'ai dit, non, tant pis, c'est celui-là ou rien. Et au final, bon, ça a matché, donc c'était cool. Et c'est vrai que, ouais, c'était une évidence que je voulais me relancer dans un projet comme ça. Ouais, j'allais dire, du coup, c'est vrai que tu l'as dit, c'est la magie du début, c'est là que c'est intéressant. Pas après si tu lances une boîte, parce que l'avantage, c'est que tu sais qu'il y a un produit qui est quand même avancé, qui fonctionne, qui a déjà fait ses preuves. Mais du coup, toi, tu as tout à faire, un peu comme si tu lançais une startup. Et c'est vrai que quand on est marketeur, enfin, en tout cas, moi, c'est un truc que j'aime bien aussi, c'est que du coup, bah, tu as le champ des possibles qui est ouvert devant toi, et au final, bah, tout est à mettre en place. Donc, c'est un challenge intéressant, quoi. Ouais, non, c'est clair. Vraiment, il y a tout à faire. Il y a beaucoup de risques aussi. Ouais. Mais je pense que le risque est aussi le côté, il y a un peu une adrénaline qui va avec le risque aussi, donc c'est assez chouette. Ouais, ouais, bah, puis quand même, enfin, tu le risque, mais il est quand même un petit peu mesuré dans le sens Ouais, où, bah, ça a fait ses preuves sur un marché, parce que et du coup, tu sais que potentiellement, bon, il y a des adaptations à faire, pour trouver un vrai PMF sur le pays où tu es, mais bon, quand même, tu une base ouais. qui est potentiellement un peu solide, quoi. Oui, non, clairement. Là, il y a des bases vraiment très, très saines qui sont là. Enfin, c'est ce qu'on espère normalement quand on ouvre une filiale. On espère qu'il y a Ouais. certaines bases qui sont quand même très saines, comme le produit ou autre. Et aussi, souvent, une image de marque est déjà un peu là. Après, c'est vrai que le problème peut aussi venir du fait qu'on a envie de répliquer des éléments qui marchent bien dans d'autres pays. Et on voit que pour la France, ça marche pas souvent. Ah bah, justement, on va en parler, Voilà. on va en parler. C'est marrant, tu vois, parce que du coup, donc vous, c'était une ouverture suite, à une entrée en bourse. Ouais. Tu vois, on en parlait avec Hélène, Draoulec, du coup, qui est CMO chez Phoenix, justement, de cette stratégie d'internationalisation, et puis dans quel contexte l'ouverture des pays, et puis, soit poussée par les investisseurs, soit poussée par des clients, bon, bref. Et donc là, c'était ça le contexte. Du coup, concrètement, comment ça se passe? Comment est-ce que tu arrives? Tu en as parlé un petit peu de répliquer
ce qui se faisait, ce qui marchait marketing dans les autres pays. Donc en fait, est-ce qu'on te donne le plan marketing qui a fonctionné avant et on te demande de dérouler au final avec des objectifs déjà fixés, ou alors est-ce que tu as quand même un peu la main libre pour faire ta sauce, on va dire? Ouais. Alors j'avais pas du tout de plan marketing quand je suis arrivée. Enfin, disons qu'il y avait dans les autres pays. Moi, je suis arrivée en début d'année. En plus, je suis arrivée au mois de janvier, donc enfin milieu du mois de janvier, donc tout le monde avait déjà fini son plan marketing, était en train de dérouler, etc. Par contre, je pense que j'avais fait mes entretiens au mois de novembre et en fait, dans mon use case, j'avais dû faire le plan marketing de la France. Et en fait, j'y avais déjà passé du temps parce que je m'étais dit ouais, cette boîte, elle me plaît vraiment bien et tout. Et pour mon use case, je voulais avoir un truc solide. Et du coup, je m'étais quand même déjà pas mal renseignée et j'arrivais pas avec rien parce que j'avais quand même l'impression d'avoir un peu creusé le sujet quand même. Mais j'ai envie de dire, j'ai récupéré les éléments des autres. J'avais moi ce que j'avais de mon background. Et derrière, après, faut prendre aussi les choses dans l'ordre. Faut prendre le temps. Euh, j'ai envie de dire, à la base, quand je suis arrivée, j'ai ouvert le site français et là, j'ai eu un choc. Je me suis dit, OK, ça a été traduit via un traducteur automatique. Le français est catastrophique. Enfin, disons que il n'y a pas de faute de français, hein. C'est pas ça le problème. Mais on comprend pas vraiment ce qu'on C'est pas vend. C'est un naturel, peu quoi. fouillis. Voilà, exactement. Euh, et c'est pas vendeur. Et en fait, pour moi, je pense que le premier truc qu'on a envie côté marketing, c'est en fait d'avoir un site vendeur, d'avoir une image. Et en fait, enfin, la plupart des gens, ils viennent via Google ou d'autres navigateurs. Et en fait, c'est la première chose qu'ils vont voir, c'est le site. Et c'est là où je me suis dit, bah, la première chose à faire, c'est de bosser sur ce site. Ça va prendre du temps, mais voilà, c'est ça vraiment qu'on doit absolument avoir côté marketing parce que ça va même aider côté partenariat, etc. Parce que ça servira toujours. Donc ça a été le premier gros chantier de mon côté. Mais après, il y avait aussi un peu une pression côté lead gen parce que bah on avait des sales qui étaient là, il y avait de l'outbound qui était fait, mais d'un autre côté c'était genre bah quand est-ce que l'inbound il arrive, on attend quoi. Ouais. Donc disons que ça a été un peu des deux. Et en même temps, je leur ai très vite expliqué bah oui, mais si on n'a pas les bases, les piliers, ça va être compliqué derrière de pouvoir faire de la lead gen, etc. Parce qu'en fait, la majorité de la lead gen arrive quand même dans un premier temps de notre site web, de formulaire, etc. Et donc, c'est ça qui vient dans un tout premier temps. Ouais, tu obligé d'avoir, enfin, si tu veux faire de l'inbound, tu obligé d'avoir un site qui est correct pour pouvoir convertir parce que sinon, Voilà, bonne chance, quoi. c'est ça. Bah, même, je me dis, on peut investir, je sais pas, 20 000 euros tous les mois dans Google pour attirer des personnes, etc. Si derrière le site, en fait, il n'est pas au rendez-vous, que la Ouais, landing il est pas page, en carré, fait, ouais. elle répond pas au questionnement, on peut miser sur les meilleurs mots-clés. En fait, ça servira à rien. La personne, elle va ouvrir, elle va rien comprendre, elle va fermer et c'est terminé pour toi. Ouais. Du coup, tu vois, c'est marrant parce que ce que tu dis, parce qu'au final, c'est vrai qu'on dit, donc quand on parle d'internationalisation dans le cas des boîtes françaises qui s'étendent, le conseil qui revient souvent, c'est justement de travailler aussi avec des natifs, pour bien comprendre la culture et puis que les façons dont on s'exprime soient naturelles et les bonnes ce soient les bonnes expressions. Bah, au final, là, toi, en tant que Française qui récupère le site, qui a été traduit automatiquement, c'est là que nous toi-même, du coup, enfin, on se rend compte qu'effectivement, travailler avec quelqu'un, qui parle la langue, enfin, c'est encore différent, quoi. Ah oui, mais moi, je dois souvent revoir certaines choses. Et en plus, on se rend compte, hein, nous, on est dans le domaine du coup du contrat, de la signature électronique, donc il y a des réglementations qui sont quand même assez strictes. Et parfois, dans les pays, alors dans l'Union européenne, on va dire en gros, on est assez similaire, mais enfin, où on suit le RGPD, etc. Mais il y a quand même des choses où on n'a pas forcément toujours les mêmes fonctionnalités. Et puis, il y a des fonctionnalités qui sont valables en Suède que nous, on n'a pas forcément en France parce que bah, c'est un fonctionnement qu'ils ont là-bas que nous, on n'a pas forcément ici. Et du coup, bah, c'est des choses où on peut pas juste dire, bah ok, je vais utiliser le traducteur automatique et puis après, bah, le commercial derrière, il se débrouillera pour adapter ça et lui dira bah non, finalement, c'est pas le cas. Hein. Ouais, Ah, c'est pas effectivement, en plus, drôle. tu as des enjeux réglementaires, avec des adaptations un Voilà, petit peu c'est ça. spécifiques, carrément, quoi. OK, donc tu l'as dit, retravailler le site web, et essayer de développer un petit peu l'inbound parce que du coup, l'outbound, il y avait cette équipe Ouais. commerciale. Par rapport aux objectifs qui s'étaient fixés, j'imagine quand on rentre en bourse, tu vois, on peut avoir des objectifs assez élevés, surtout quand tu as des marchés qui tournent déjà. Est-ce que tu avais des objectifs qui étaient ambitieux, ou alors quand on arrive, que justement comme ça, quand on ouvre une filière française, que tu as déjà fait 2 fois, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en fait, tu vois? En plus, bon, là, du coup, c'est le décalage avec la Suède, peut-être par rapport à ce qu'ils faisaient. Donc, en plus, il y a des Ouais. cultures qui sont différentes par rapport aux canaux pour les adresser, j'imagine. Mais Ouais. Je pense que l'avantage qu'on a eu à ce moment-là, et je pense qu'ils ont été assez intelligents, smart de ce côté-là, c'était vraiment de se dire, OK, on a trois pays, donc les trois pays scandinaves qui fonctionnent très très bien, qui ont vraiment, on a un revenu récurrent qui est très très bien. Et donc ils se sont dit, OK, pour les nouveaux pays, on va miser sur quelque chose, mais en même temps, moi dès le départ, je leur ai dit, en fait, j'arrive, je sais pas, le 15 janvier.
vous allez pas avoir tant d'argent marketing dans 3 semaines, quoi. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Et en fait, je pense que dès le départ, il faut poser ces bases-là. Après, en vrai, nous, on est un produit qui peut se vendre assez vite. On peut avoir en inbound, on peut avoir des cycles qui durent moins d'un mois, hein, donc ça peut aller très très vite, comme ça peut être aussi plus long, suivant la taille, bien sûr. Mais disons voilà, il faut être conscient dès le départ que quand on doit construire un truc, bah ça peut pas se faire en 2 jours. C'est pas comme si on prend le téléphone en outbound et que bah en fait le process il peut se lancer tout de suite etc. Là, c'est vraiment on va attirer et créer la campagne, etc. Ça va prendre du temps et donc ça c'est quand même quelque chose qui est un peu plus compliqué à mettre en place au début. Ouais, ouais, effectivement, avoir des objectifs raisonnables, bah, le temps de lancer, quoi. Surtout comme c'est ce que tu dis, l'inbound, c'est quand même des cycles qui potentiellement peuvent prendre du temps en fonction de où tu tapes dans le funnel, quoi. Voilà, mais du coup, Hem, c'était des objectifs quand même assez raisonnables. Après, on m'a dit au début, voilà, écoute, c'est des objectifs où, en fait, on m'a parlé de target en ARR et on m'a parlé de payback. Ça veut dire qu'en fait, on avait un payback à respecter. Donc ça, je trouvais ça assez logique. Et en fait, on l'a fait évoluer au fil de l'eau. Donc pendant l'année, au début, on m'a dit, voilà, ton objectif pour l'année, c'est ça. Mais en fait, on a une révision au mois de juin et sûrement au mois d'octobre. Et en fait, 2 fois, en fait, on a augmenté cet objectif parce qu'en fait, on s'est rendu compte que bah ça fonctionnait assez bien. Et du coup, on a revu le payback à la baisse et on a augmenté en fait l'objectif côté ARR. Et je trouvais ça assez sain de leur part, plutôt que de dire dès le début, ok, on va viser la lune. Et en fait, on sait même pas dans quoi vraiment, enfin, si ça va fonctionner, dans quoi on s'engage, etc. Donc, je trouve que c'était assez bien de se dire, bah, on voit ça positivement et plus on augmente, plus ça veut dire que ça fonctionne et c'est une bonne chose pour tout le monde. C'est assez sain. ouais, c'est intéressant parce que du coup, au final, avec ces 2 métriques-là, tu as moins la pression du tout de suite quand même parce que, bah, le payback, j'allais dire, tu peux le calculer sur, 2 personnes comme sur, 100 personnes. Donc, pour le coup, c'est indépendant du volume et puis l'ARR, enfin, j'allais c'est très différent dans la mécanique du chiffre d'affaires, quoi, parce que du Ouais, coup, effectivement, tu as quelqu'un qui va signer en décembre, bah, tu vas le compter, en plein sur, en ouais. ARR alors qu'en chiffre d'affaires, en fait, c'est un mois, quoi. C'est ça. Ouais, Donc non, c'est ça ça. te Non, laisse ça, le c'est temps vrai de que mettre en place, quoi. c'est bien. En fait, je dirais que la pression, elle est pas forcément venue des chiffres au début, mais je pense qu'elle est plus venue des commerciaux au début qui se disaient, bah, moi, je veux quand même avoir du lead, etc. Et parce qu'en fait, bah, pour eux, bah, c'est aussi leur commission, c'est tout ça. Et en fait, je pense qu'il y a une vraie pression là-dessus. Et pour eux, c'était un peu un volet qui leur manquait parce que c'était une source de lead qu'ils avaient connue par le passé et qui n'existait pas chez OneFlow à ce moment-là. Donc, je pense que la pression, elle était saine. Elle est venue à ce moment-là quand même, même si c'était bienveillant, mais elle est plus venue de ce côté-là que des chiffres en réalité qui en fait me semblaient assez réalistes au début, qui avaient été posés calmement et sainement. Bien, méthode scandinave. Ouais. Heu, j'avais le gros cliché parce que du coup, bon bref, moi je connais un petit peu la Suède, mais pas trop, pas tant que ça, quoi. Du coup, finalement, comment ça s'est passé? Donc tu l'as dit côté marketing, tu avais un petit peu cette petite pression saine, côté des chiffres mais un peu plus côté sales. À quoi il ressemble ton mix aujourd'hui entre le moment du coup effectivement, j'allais dire comment ça a un petit peu évolué entre le moment où, bah, tu t'es consacré au site internet au final et puis après tu as lancé les premiers canaux inbound? Ouais. Bah, disons qu'il y a plusieurs choses. Je voyais que dans mon ancienne boîte où on était plus dans un secteur plus niche, il y avait quand même quelque chose qui marchait quand même très bien. C'était le côté SEO, SIA. On voyait quand même qu'il y avait vraiment, il fallait passer du temps dessus pour le faire bien. Là, j'ai la chance aussi côté Suède d'être accompagnée par quelqu'un qui, en fait, gère ça de manière plus globale. Qui est vraiment un expert de ce domaine-là. Enfin, on est même 2 experts. On a un expert SEO et SIA. Après, moi, du coup, je suis l'experte de la langue. Mais c'est vrai que la personne a la connaissance, peut me dire voilà, là en fait ça fonctionne pas, faut qu'on trouve une alternative ensemble, etc. Et donc ça c'est bien d'être accompagné aussi sur ces sujets-là. Et du coup ça permet aussi le fait d'avoir déjà la base en Suède avec une équipe en place. Ouais. Bah ça aide beaucoup quand on arrive et qu'on est seul dans le pays au début et qu'on doit tout gérer, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui ont quand même une connaissance des outils ou des activités, des domaines marketing, c'est quand même vraiment vraiment bien. Et donc ça a vraiment permis d'aider justement à mettre en place cette partie SEO, SIA. Après, ça demande vraiment beaucoup de boulot. Et puis d'un autre côté, il y a quand même le volet image de marque et en fait ou notoriété.
Et ça, en fait, je pense que chez OneFlow, ça a été énormément travaillé. Ils ont investi énormément d'argent dans leur image. Ils ont créé vraiment quelque chose de complètement à part. Enfin, quand on va sur le site de OneFlow, c'est du vert, c'est du rose. Il y a moins de petits lapins maintenant, mais c'est quand même beaucoup autour de la magie, d'une expérience un peu particulière. Moi, je sais que quand je suis allée sur le site sur la première fois, j'étais envoûtée. Vraiment, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, oh non, mais ça donne trop envie de vendre ça. Et il y a plein de personnes encore qui m'écrivent aujourd'hui sur LinkedIn et qui me disent, ouais, je suis tombée sur le site de OneFlow. Sérieusement, wow, il est canon. Vous avez bossé avec quelle agence? Et ça, je me dis, c'est Ouais, ouf, c'est quoi. bien ça. C'est top d'avoir ce genre de retour. Ça donne Et envie ça en plus donne de envie. bosser, ouais, c'est ça. Mais clairement, et en fait, même les gens, quand je suis allée sur mes premiers événements, que j'ai fait les premiers stands, etc., qu'il a fallu créer les stands, je me suis dit, mais en fait, c'était un régal de pas se retrouver avec un stand bleu marine, avec une écriture blanche, quelque chose qui sortait du lot. Et je me dis, même les gens qui passaient devant, honnêtement, ils regardaient le truc, ils étaient en mode, mais déjà, ok, bon, qu'est-ce qu'ils vendent? Parce qu'en fait, c'est tellement un peu, Ouais. ça sort, c'est hors du commun et ça attire l'œil. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Et du coup, on a pu partir sur des événements et sur d'autres éléments enfin, activité notoriété qui justement ont permis d'attirer l'œil, etc. Et grâce à cette image de marque, ça a vachement aidé. OK, donc SEO, SIA, donc là, tu as dit après, tu as rajouté des événements. Ouais, les Euh, événements, on en a fait beaucoup plus au début que maintenant, en vrai. Et maintenant, on passe plus sur. Alors, il y avait un dernier volet au début, c'était la partie les sites comparateurs, les sites qui OK. référencent des logiciels. Ça, c'est vraiment quelque chose de clé. C'est quelque chose sur lesquels on est depuis très longtemps dans tous les pays. Pour moi, c'est essentiel. C'est être là où, en fait, donc c'est les G2, Capterra, et il y en a Ouais. beaucoup d'autres. C'est en avoir un maximum. Et ça, c'est un générateur de leads important dans le domaine du logiciel. Vraiment, il n'y a pas de secret. Avoir une super page sur Capterra ou autre, c'est canon. Vraiment. Enfin, moi, c'est un Mhm. truc, j'y touche pas souvent et ça rentre constamment. Donc ça, c'est vraiment le top à miser. Et maintenant, dans un deuxième temps, on a quand même beaucoup bossé sur la partie partenaire et maintenant, on fait un focus plus gros là-dessus. Et ça OK. marche très bien aussi. Et du coup, sur les comparateurs, j'allais dire en plus, en démarrant, parce que il y a toujours cette question, tu vois, de où est-ce que je renvoie mes clients pour qu'ils mettent leurs avis et leurs notes? Est-ce que tu les renvoies vers ta page Google? Est-ce que tu les renvoies à G2? Est-ce que tu les renvoies vers Capterra? Enfin, sur quel type de comparateur tu Ouais. les renvoies? Vous avez capitalisé sur la base de clients existantes pour pouvoir, enfin, du coup, j'imagine qu'il y avait Ouais. Capterra, il y avait peut-être déjà une page suédoise du Ouais. logiciel. Alors, en fait, au début, pour la France, on a essayé 2 choses. On a essayé alors moi, j'étais déjà convaincue que l'anglais ne fonctionnait pas bien pour la France et ça s'est révélé, être vrai aussi pour OneFlow. C'était déjà le cas avant où c'était un désastre et ça l'est toujours. On est toujours, pas très friand de tous les contenus en anglais, c'est pas notre fort. Faut être conscient de ça, hein, c'est juste véridique. Donc il y a plus de traductions, mais c'est le cas. On a testé un petit peu de voir si les gens avaient envie d'aller sur le G2 en anglais, etc. Et surtout, on n'avait pas de clients au début. Enfin, on en avait très très peu. Donc en gros, on peut pas trop aller demander à pratiquement personne d'aller mettre un avis, quoi. Donc du coup, et je me dis, c'est pas un avis qui va faire la différence. Et du coup, on a décidé quand même de créer des pages avec du contenu pour décrire OneFlow, etc. Ça menait quand même vers notre site, etc. Mais on n'avait pas forcément beaucoup de revues au début. C'est-à-dire qu'en fait, en bas de page, il y avait parfois 0 revue. Mais on se rend compte que c'est pas seulement ça qui permet de. Alors, dans un deuxième temps, oui. Par exemple, G2, on sait qu'aujourd'hui, c'est le retour des utilisateurs qui permet de, De d'amener des convaincre, personnes vers ouais. votre site ou de vous comparer à d'autres. Mais il y en a d'autres où c'est pas forcément le cas, des francophones d'ailleurs, et où en fait des sites où en fait qui vont juste décrire votre produit et qui en fait vous vendent. Et après, c'est un bonus. Et ben ça vient dans un deuxième temps où en fait souvent il y a des systèmes aussi de cartes cadeaux, etc. qu'on peut mettre en place dans un deuxième temps, qui permettent justement de convaincre les clients d'aller laisser une revue. Mais il faut faire attention parce que revue, au bout d'un certain temps, ne veut pas toujours dire revue positive. Donc, le but, c'est de faire attention aussi à qui on l'envoie. Parce qu'en Ouais. fait, c'est quand on a une base de clients récurrente, etc., où tous les ans, on renouvelle le contrat, il faut se méfier de pas juste envoyer un mail à tous les clients en mode ouais, allez, on y va, et puis advienne que pourra, parce qu'en fait, ça peut aussi se retourner contre nous si derrière on l'envoie à quelqu'un où la situation est actuellement un peu critique ou autre. Ouais, carrément. Et du coup, t'as des par rapport, donc tu l'as dit, enfin, je reprends, mais SEO, SIA, après beaucoup, pas mal d'events au début, capitalisés sur la notoriété, puis sur cette image de marque un peu forte, un peu moins maintenant, et puis du coup plutôt sur le partenaire. Est-ce que t'as des spécificités du marché français, tu vois, sur des trucs qui ont marché très bien en Scandinavie, quoi, enfin dans les pays scandinaves, et pas du tout en France, sur lesquels ils s'attendaient. C'est quoi un petit peu les spécificités du coup?
Alors, je dirais qu'en France, on est très, très fort sur le SIA, SEO. C'est vraiment un truc où on voit que quand on le fait super bien, on a mais beaucoup de leads, vraiment OK, beaucoup de leads et on peut avoir beaucoup de leads de qualité. Donc là, c'est la première chose. Et dans l'autre sens, un truc qui marche beaucoup chez eux et qui marche pas chez nous ou pas très bien, c'est tout ce qui est les bannières qu'on peut avoir sur des sites tiers. Donc par exemple, je sais pas, display, j'invente, hein, le site, voilà, display. ouais. On a une bannière sur le site de BFM ou autre. Hein, il y en a plein, 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 plein. Mmh. Euh, En Suède, ça, c'est le genre de truc. Tous les gens, ils cliquent, ils adorent, OK, ils vont aller convertir. Moi, honnêtement, je vais sur n'importe quel site, il peut y avoir 150 bannières, la plupart, je les calcule même pas. Et je pense que trois quarts des Français, c'est ça. c'est On a clair. essayé, mais ça fonctionne pas très bien. Pour eux, c'est une source de revenus qui joue beaucoup. Hein. C'est un certain pourcentage sur l'année de leurs revenus qui rentrent grâce à ça. Chez nous, si on arrive à avoir, je sais pas, une dizaine de leads, c'est le grand max. Ah, et pourtant, on avait travaillé, hein, on avait fait des trucs accrocheurs et tout. Euh, Après, ce serait peut-être à essayer différemment et tout. Je dis Ouais. pas que une fois veut forcément dire que ça marche jamais, mais je me suis quand même rendu compte que ce soit dans ma boîte précédente ou dans cette boîte-là, que c'est quelque chose où, oui, on peut le voir, on peut peut-être s'en souvenir un petit peu, mais souvent c'est pas ça qui va faire convertir les gens du premier coup. Ouais, c'est moyen, ouais, OK. Ah, c'est marrant, alors que ça marche très bien là-bas, quoi. Ouais, 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 là-bas c'est assez impressionnant. Là-bas, ils investissent, je sais pas combien, enfin, je sais pas quel pourcentage de leur budget passe là-dedans, et ils savent en fait que ça va fonctionner. Ils savent que si on le fait bien, c'est vraiment un truc comme moi. Je me dis, bah moi, je suis sûr que je vais mettre dans le SIA ou dans le SEO. Bah, le SEO à la limite après c'est un peu différent, mais dans le SIA, je vais mettre beaucoup de budget, etc. Et je suis sûr que ça va fonctionner. C'est vraiment un truc depuis 2 ans, ça cartonne de fou. Alors que je sais que l'autre, je vais pratiquement pas mettre d'argent dedans Ouais, parce que ça marche pas. c'est pas ça, quoi. C'est pas fou, quoi. Très cool. Du coup, tu l'as abordé un petit peu, enfin par touche, j'allais dire, parce que, c'est tes relations avec le siège. Du coup, quels sont tes types de relations que tu vas avoir avec les équipes globales? À quel point tu as les mains libres sur tes campagnes et puis, à quel rythme aussi tu interagis avec eux, peut-être dans les routines que vous avez mis en place? C'est quoi du coup les relations que tu as avec le siège? Alors donc au siège, on a donc moi j'ai mon N+1 qui est au siège à Stockholm, et aussi on a j'ai ma N+2. Enfin il y a une équipe de, je dirais, une quinzaine de personnes à Stockholm, et ensuite on a des personnes dans les pays. Ouais, Et on va dire que c'est assez bah je reviens quand même sur le mot assez sain. En gros, ils ont embauché des personnes, on s'est encadré via des personnes qui sont au-dessus de nous, mais pour eux, on a été embauché en tant que senior, ouais, parce qu'on a la connaissance de notre marché, parce qu'on est expert de notre marché. C'est clairement le mot que eux ils utilisent. Et du coup, ils nous font confiance. C'est-à-dire qu'en fait, dès le OK. départ, moi, je leur ai dit, OK, je pense que la France, on va faire un essai si vous voulez, mais l'anglais, c'est terminé. On arrête ça. Même s'il faut attendre, même si vous faut me donner une deadline de 2 jours de plus pour que moi j'ai le temps de traduire, je préfère prendre 2 jours de plus pour le traduire et qu'on soit sûr que ce ne soit pas pour rien Ouais, qu'on fait ces choses-là. Et en vrai, dès le départ, pour eux, ça a été, pas de souci. Et en vrai, c'est ça qui aide quand on lance, parce que bah, on sait qu'on va aussi devoir se lancer sur un sujet, euh, investir de l'argent. On n'est pas sûr que ça va convertir derrière, et du coup, bah, c'est bien d'avoir quelqu'un qui dit, bah, ok, ouais, non, bah, on est là pour tester, et puis bah, c'est aussi possible qu'on se prenne un mur sur un événement parce qu'il y aura pas les gens qu'on avait espéré. Et en même temps, bah, on sait que ça va permettre au bout de quelques mois de savoir bah, vers quoi on doit vraiment se diriger. Et pour eux, ça a été au début un peu, ils étaient un peu sceptiques quand même, parce qu'ils se sont dit, bah voilà, l'histoire des bannières et tout. Moi, je dis, bah, pas de souci, on va tester les bannières. Hein. Mais ouais, moi, j'y crois pas du tout. Et je pense que c'est un peu, faut, eux, ils acceptent que nous, on ait la connaissance, et nous, on doit aussi un petit peu accepter que eux, ils ont envie quand même de tester, de voir si, ouais, bah, ce qui marche, ça fonctionne pas quand même un petit peu. Donc, faut lâcher prise un peu dans les deux sens, mais très vite quand même, on se rend compte, et c'est pour tous les pays le cas. Enfin là, toutes les personnes qui ont été recrutées, euh, c'est quand même elles qui sont expertes dans leur domaine, et c'est ça qui est enrichissant, parce que dès qu'on fait un kick-off en début d'année, on se rend compte que tous les plans sont différents, parce que bah, chacun connaît très bien son marché et du coup fait uniquement les choses en fait qui fonctionnent très très bien. OK, c'est intéressant et tu l'as dit du coup ton N+1, c'est qui? Enfin, parce que tu as un N+1, N+2. En fait, le tu tu dans du coup, tu es dans quelle équipe? Tu vois, c'est structuré un Ouais, peu comment? oui c'est vrai. Alors en gros donc on a la CMO, Ouais, et en dessous on a quatre.
4 blocs, on va dire. Donc, on a le bloc de ce qu'on appelle Regional Marketers. Donc, c'est des personnes qui sont présentes dans les pays, avec OK. notre N+1 qui, lui, est à Stockholm, mais qui gère, on va dire, les personnes dans les pays. Ensuite, on a un bloc Growth, donc avec, pareil, un directeur Growth, Head of Growth, et en dessous, des personnes qui sont spécialisées en SIA, SEO, LinkedIn, Meta, j'en oublie peut-être encore, mais en Ouais. gros, voilà, on a 6-7 personnes qui sont vraiment spécialisées là-dedans et qui nous aident au quotidien. Moi, c'est des personnes avec qui je travaille au quotidien pour justement faire fonctionner ces domaines-là pour la France. Donc, en fait, eux, ils m'apportent leur connaissance de l'outil ou du Ouais. fonctionnement pour le SEO, etc. Et moi, je leur apporte la langue, la connaissance du marché, etc. pour qu'on puisse faire fonctionner ça ensemble. Le troisième bloc, c'est le bloc plutôt design et contenu, donc rédaction de contenu, OK. etc. Parce qu'on a souvent du contenu qui est rédigé en anglais. Après, c'est toujours pareil. Le contenu qui est rédigé en anglais n'est pas forcément traduit en français. Moi, Ouais. je rédige beaucoup de contenu moi-même pour un contenu vraiment spécifique pour la France. Mais il m'arrive régulièrement de récupérer aussi du contenu depuis l'anglais. Et des designers, du coup, parce que on a cette image de marque qu'il faut entretenir, qu'il faut faire évoluer, etc. Et ça, c'est vrai que on a 2 pépites en interne pour ça. Et la dernière partie, c'est product marketing. Donc ça, c'est OK. lien étroit avec les équipes produits, les équipes sales et nous. Il y en a une qui fait d'ailleurs product marketing et partner marketing parce qu'en fait, elle gère du coup un peu ce côté produit, mais aussi ce côté comment est-ce qu'on représente OneFlow chez les partenaires, etc. de façon plus globale. OK. Donc c'est Ouais. une bonne équipe. Ouais, effectivement, costaud et du coup, donc toi, tu es dans l'équipe, c'est ça, tu as l'équipe Regional Marketers, mais du Ouais. coup, potentiellement, selon tes besoins, bah, tu vas interagir avec les différentes équipes parce que j'imagine même au niveau du product marketing, par exemple, tu as peut-être certaines adaptations produits à faire pour la Ah, France, des retours tout, mon spécifiques selon les quotidien, c'est marchés, ça. quoi. Ouais, ouais. Ouais, OK. non, clairement, c'est super passionnant. Puis l'équipe Growth, c'est vraiment, enfin, moi, j'ai parfois l'impression de plus interagir avec des personnes de l'équipe Growth que d'autres personnes qui gèrent d'autres pays, enfin, qui gèrent Ouais. OneFlow dans d'autres pays, parce que même si on se parle très souvent, on compare les choses, on se fait des retours d'expérience, etc. Moi, c'est des personnes qui font que mes campagnes fonctionnent au quotidien et enfin, moi, j'appelle ça, enfin, c'est mes binômes, quoi. Enfin, c'est les Ouais. personnes, je sais que sans elles, enfin, les résultats seraient pas là, quoi. Donc, je sais que je compte énormément sur elles. Trop cool. Écoute, super intéressant. J'allais pour je vais pas changer un peu de sujet, mais parce que c'est vrai qu'on parle des choses qui marchent toujours sur les podcasts et trucs comme ça. Donc moi, j'aime bien toujours aussi parler des challenges un petit peu à la fin. Rapidement, du coup, c'est quoi tes challenges du moment à toi? Alors, moi, c'est pas forcément seulement un challenge du moment, mais c'est un challenge depuis le début. C'est que comparé à ma boîte d'avant, chez OneFlow, on est dans un secteur hyper concurrentiel. C'est Ouais. vraiment très, 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 très dur. Enfin, on est très, très nombreux. Après, je pense que un concurrent, c'est un peu un meilleur ami et un meilleur ennemi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un meilleur ennemi, parce que voilà, hein, on essaye d'avoir le même beefsteak à la fin de la journée. Et en même temps, c'est le meilleur ami parce que je pense que c'est la meilleure personne qui peut te faire prendre conscience des forces de ton produit. C'est-à-dire qu'on a tous des forces et des faiblesses. Et moi, je pense que du coup, c'est très intéressant d'aller voir quelles sont leurs forces à eux et parfois de reconnaître que quand on se présente devant un prospect et que il dit voilà j'ai besoin de ça 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 et on se dit non mais en fait on sait que c'est forcément lui qui va gagner parce que nous on n'a pas cette force là et en même temps on sait très bien aussi que du coup il y a des choses où l'autre est moins bon et du coup ça nous fait aussi ressortir et il nous aide un peu à sortir le meilleur de nous-mêmes, à nous connaître mieux et à savoir les chances qu'on a, ou les situations où on va pouvoir être gagnant. Donc ça, c'est le milieu concurrentiel est un milieu hyper intéressant, mais on sait que parfois on passe par des phases compliquées. Donc ça, c'est ouais le premier challenge. Et puis après, c'est toujours des histoires de budget, d'investissement, etc. On sait qu'on n'a pas tous le même budget au début du mois. Surtout, ça revient un peu au côté concurrentiel, mais c'est vrai que le côté budget peut être un côté qui peut être parfois compliqué en marketing parce que on sait qu'on aimerait faire des miracles, mais parfois sans argent ou avec moins d'argent que d'autres, parce que parfois on peut avoir l'impression d'avoir beaucoup d'argent, mais il suffit que l'autre ait 2 fois plus pour que ce soit plus compliqué. Ouais. On se rend compte que le champ des possibles est quand même un peu moindre, et ça peut parfois être un peu plus compliqué. Ouais, Mais on se rend compte qu'en marketing, il y a quand même une palette d'activités, de missions, etc., qui est quand même très, très, très large. Et du coup, même avec un budget réduit, c'est toujours possible. Il faut juste être astucieux et se dire bon ok, ça marche pas là, ça marchera ailleurs. Et en fait, c'est juste prendre le temps de se dire déjà d'être conscient de l'échec, parce que mmh. l'échec peut être par exemple de se dire ok, ce truc là ça ne marche pas,
et de se dire, OK, on est au début, c'est un échec, mais du coup, où est-ce que je vais, bah, par où je vais passer pour rebondir et aller trouver ce qui marche mieux pour moi, quoi. Ouais, mais après un truc qui marche pas, enfin un échec, c'est pas toujours parce que tu t'es planté. Non, Tu peux l'avoir bien non, fait, non, enfin c'est ça, faut être capable d'en tirer les leçons. C'est si tu l'as bien fait et que ça exactement. marche pas, bah écoute, en tires les leçons, tu as appris quelque chose et puis du coup tu peux choisir un autre Ouais. canal en connaissance de cause, quoi. En fait, c'est surtout qu'au début, on se dit, bah, c'est le début. Donc, on se dit, on a la pression pour que ça marche. Et c'est là où, en fait, bah, je dis échec, mais échec est peut-être le mot un peu fort, mais quelque chose qui a moins bien performé que ce qu'on espérait. Ça peut être dur à vivre quand on lance une filiale parce qu'on se dit, bah, oh là là, j'ai la pression, là, tout de suite, les radars vont être fixés sur moi et ça va être tout de suite très mal perçu. Alors qu'en vrai, bah, c'est juste avoir déjà anticipé un peu le plan B ou le plan C et de se dire bah si ça marche pas au moins j'ai ça et ça ou je sais que c'est quelque chose sur lequel je vais pouvoir miser, etc. Donc c'est un petit peu savoir se poser et savoir avoir plusieurs plans à activer dès le début. OK. Très cool. Écoute, trop bien. Bah, écoute, merci pour ton retour d'expérience. S'il y avait pour résumer un petit peu l'échange, un conseil que tu aimerais, mettre en avant du coup pour, un marketeur qui aimerait bien justement, prendre ce type de poste, tu vois? Là, ouvrir une filiale française d'une boîte étrangère, c'est quoi que tu mettrais en avant? Bah, je dirais le conseil qui est, je pense, le plus sage, c'est de prendre le temps au début de connaître les personnes avec qui tu travailles. Que OK. ce soit bah, au siège ou dans les autres pays, de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour eux, de savoir qu'est-ce qu'ils aiment bien, en quoi ils croient, etc. Parce que c'est toujours hyper inspirant, mais aussi bah, dans ton équipe locale. C'est-à-dire qu'en fait, tes sales, en quoi ils croient, en quel type de client ils croient, etc. En quoi est-ce qu'ils ne croient pas du tout, du tout. Et c'est prendre vraiment le temps de connaître un peu bah, les personnes avec qui tu travailles, ce qu'elles veulent absolument obtenir. Parce qu'en fait, toi, au marketing, c'est bien beau d'attirer des leads, mais derrière, en fait, il faut que les sales convertissent, etc. Donc, en gros, il faut savoir aussi que tu n'es pas toute seule. Et du coup, c'est prendre le temps de ça et prendre le temps aussi de bah, poser ton plan, de mettre tes priorités et de ne pas entrer dans l'arène en mode direct, ok, j'y vais comme un gros bourrin et tout. Non, 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 non. On prend le temps, on fait les choses bien. Et en fait, derrière, ça se reflètera. Ça se reflètera pas au bout de 3 semaines, mais au bout de 3 mois, ça peut clairement déjà se refléter. Donc, en fait, c'est le temps du début, c'est le temps qui est nécessaire aussi pour que derrière, en fait, la machine, elle s'enclenche et que ça s'arrête plus, quoi. Donc, OK. pas de regret derrière. Très cool. Et ben écoute, encore une fois, merci pour tout ça, Alexia. Si jamais il y a des petites questions pour toi, du coup, on peut te trouver, sur LinkedIn, j'allais dire? Ouais, bien Ouais, sûr, avec grand plaisir, à tout moment. ça marche. Et ben écoute, encore une fois, merci pour tout et puis, bah, moi, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi, Axel. Bonne journée à tous. Salut. Salut.